Une carrière qu'on abandonne, une passion qu'on se découvre, un nouveau scénario de vie, et tout cela par le truchement d'un épisode quasi fatal. Vous avez ici, mesdames et messieurs, les ingrédients pour vous mettre à table sur C'est Midi. Bonjour et bienvenue. L'invité tel qu'il est sur les lignes de Chris Paterna-Sémian et le thème vocal d'Espérance Kouakou. Notre invité de ce jour se nomme Michel Gonto épouse Kwame. Mariée et mère de 2 enfants, Michel a eu une enfance joyeuse avec un père conseiller à l'extrascolaire qui a toujours vécu à Dabou. C'est dans cette ville qu'elle obtient son baccalauréat série A2 en 2003. Ambitieuse, la jeune dame s'oriente en droit dans une prestigieuse université d'Abidjan. Elle connut un parcours académique brillant, sanctionné de Master 2 en sciences juridiques. Michel Gonto opte pour le concours de la magistrature, mais la vie n'est pas toujours une évidence. Elle fera un choix qui va déterminer son destin. Pour elle, c'est le choix de la raison et de la passion. Découvrons avec Jean-Michel Onin la suite de son histoire sur le plateau de C'est Midi. Un plaisir de recevoir Madame Michel Kwame. Et on n'oublie pas que ce week-end était dédié aussi à nos chers papas. Que nous célébrons une nouvelle fois avec un salut musical. Bonne fête, chers papas. Honneur à vous et surtout longue vie à nos côtés pour ceux qui sont encore bien là. Et surtout faisons honneur à ceux qui nous ont laissés. On chérit vos mémoires. Madame Michel Kwame, vous savez bien ce que c'est que la fête des pères parce que vous avez eu un papa très présent, très aimable, adorable. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez un grand sourire. Heureuse d'être sur ce plateau? Très heureuse. Très heureuse. Et pas seule, aux côtés de Jessica Bamba qui elle aussi ne manque pas d'éclat quand elle nous montre sa belle dentition. Jessica, bonjour. Bonjour Michel. Alors, la fête des pères, ça vous a parlé hein? Oui, complètement. Complètement. C'est vrai qu'en général, les hommes se sentent un peu lésés, mais je dis que si Dieu a voulu qu'on ait une femme et un homme pour concevoir un enfant, ce n'est pas fortuit, c'est parce que les hommes ont autant leur place que les femmes. Donc en tout cas, bonne fête. À vous les papas. Merci de nous reconnaître. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonjour Alexandre Granger. Bonne fête papa Alexandre. Merci. Ouais. J'ai respecté les mesures barrières, merci. Et même encore ce matin. Voilà. Bonjour Papa Philo. Bonjour, voilà, ça fait plaisir. Alors, Papa Philo, combien d'enfants officiellement aujourd'hui? Officiellement, alors, mais la précision est de taille, j'aime. Une quinzaine d'enfants. Mais ça fait plaisir. Toujours est-il que officiellement, j'ai reçu comme cadeau un cache-nez de la part de ma fille de 4 ans et en tant que bon père et voilà. Elle est en train de vous dire qu'elle ne veut pas vous perdre du tout. Elle vous veut en bonne santé. C'est symbolique, c'est symbolique. Très fort, ça. Ça fait chaud au cœur et c'est ça un vrai père, vous voyez. Un vrai père, c'est ça. C'est pas les papas. Vous voyez, c'est un papa, il a une poitrine comme ça et puis ça fait plaisir. Voilà. D'accord. Et même quand on parle de délai, moi, j'ai pas voulu aborder ce sujet où dit les papas se sentent... Ce n'est pas faux ce qu'elle a dit. Vous vous sentez un peu délaissé, vous trouvez que votre... Parce que la fête des mères a plus de succès. Exactement. C'est la loi de la nature, on est né pour trouver ça. Voilà, quelque part, femme même quand tu es là, on sait qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi. Femme même tu es dans grosse voiture, je suis d'accord. on sait que c'est un homme qui est là. C'est les hommes. On n'a pas besoin de faire les hommes. Attention, On sait qu'on est là. N'allumez pas la féministe qui est en moi, s'il vous plaît. Allez, on parlera d'un sujet beaucoup plus fort que celui de la fête des pères. J'ai fait le choix de la raison et de la passion, un thème important à tous les niveaux, qu'on soit papa ou pas. C'est l'histoire de notre chère invitée, Madame Michel Kwame, une belle histoire. Docteur Philo a toujours un point de vue assez surprenant. Oui. On va l'écouter et voir ce que ça donne. Papa Philo. Je vous en prie. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Assiri sponsorise ma chronique. Mais je vais dire que tout simplement, le thème est très philosophique. Hein. Voilà, il y a même un chapitre de la philosophie même qui parle de la raison et de la passion. Voilà, je vais dire que la raison et la passion... Ce qui est étonnant, c'est que vous avez fait des cours d'histoire, géographie, mais vous parlez toujours de philosophie. Oui, je suis très philosophe. L'histoire et la géographie, c'est toute une philosophie autour de la chose. La vie même est toute une philosophie, je vais dire. Il n'y a pas besoin d'aller faire des études de philosophie pour comprendre le phénomène de la vie. Sinon, la raison et la passion sont une maladie. Nous, les philosophes, nous le disons, c'est une maladie de l'âme. Voilà, c'est quelqu'un que tu as en toi.
même de façon pratique. Non, c'est enfoui en toi, au fait. La raison et la passion. Vous voyez un peu. Ce monsieur qui est là, par exemple, moi, je lui dis, est-ce que chacun de nous, si on est sur ce plateau, est-ce que quelqu'un peut me dire si réellement le métier qu'il exerce en ce moment, c'est sa raison, c'est sa passion réellement? Parfois, on est là sur ce plateau-là, ça peut être à cause de l'argent qu'on est en train de faire. Non, monsieur, fermez vos yeux. Soufflez. Vous allez voir, sa passion, la raison vont apparaître tout à l'heure. Monsieur, voilà. 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 Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Du noir. Voilà. Il est dans la nuit. C'est quelqu'un qui est dans les bars et autres, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est sa vraie passion qu'il vit. Vous voyez un peu, c'est sa vraie passion. Vous voyez, il faut beaucoup de concentration à cela. Et je veux dire qu'on ne peut pas fuir sa passion et sa raison. On ne peut pas fuir. C'est pas aujourd'hui. Désolé, moi, non. Moi, le philosophe, merci. Moi, je suis en train de faire ce métier. Moi, ce n'est pas ma passion qui est là. Sinon, moi-même, diplôme, j'ai eu là. Sinon, moi-même, là, CP, après l'entrée, on doit m'orienter au palais présidentiel. Mais on est là, même à cause des de la vie. Je veux dire qu'on ne peut pas fuir sa passion et sa raison. Certainement, quand vous venez, vous suivez votre raison et votre passion, vous faites très bien votre travail et vous avez une longue vie là-dedans. Vous ne fournissez pas d'efforts. Les gens ont tendance que vous fournissez parce que c'est naturel à vous, en fait. Voilà, c'est naturel et moins d'efforts et vous êtes truc. Parce que quelqu'un qui suit sa passion et sa raison, il donne le meilleur de lui-même. Mais celui qui suit l'argent, il donne l'erreur de lui. Il donne l'erreur de lui. Voilà, donc je vais dire que c'est très très bon, ça vous donne longue vie. Vous êtes éclatante, vous êtes rayonnante. Vous ne suivez pas l'argent. Nous le confirmons. Moi, c'est bon. Alors, Baba Philo, la question... Papa, pas Baba. Ça fait Baba là. En Afrique, Baba, c'est pas... Elle vous appelle comment, votre fille? Papa ou Baba? Ma fille? Oui. Pas. C'est mignon. Sympa, ça. Alors, j'imagine qu'elle vous pose beaucoup de questions. Les enfants, c'est un peu leur truc, les questions à n'en point finir. Et nous, on a voulu vous poser une question sans pour autant être enfant. Préfériez-vous faire un métier par amour ou pour de l'argent? Bon, dites-nous. Chris Paterne-Assémian, c'est votre opinion. En toute chose, lorsque tu aimes quelque chose, ça te pousse à être déterminé et à faire ce que tu veux. Mais lorsque tu regardes que l'argent, tu ne fais pas la chose comme tu le veux. Or, lorsque tu te bases sur l'amour, tu le fais très bien. Donc moi, je préfère faire la chose par amour et non pour l'argent. On n'aime pas un métier pour aimer. Le métier, au bout du métier, il y a de l'argent toujours. On n'aime pas parce qu'on a envie de travailler. Actuellement, c'est l'argent, on ne cherche pas le travail. Je peux le faire, mais je n'aurai pas l'amour de la chose en fait. Ça sera un métier, genre, je dirais, oui, c'est parce que je vais gagner de l'argent, sinon ça ne sera pas un métier par ambition. Quand il y a l'ambition, il y a l'amour. Et quand tu gagnes l'argent, tu es satisfait de ton travail. Ouais, on a un peu souri en plateau lorsqu'il a dit, le monsieur, actuellement c'est l'argent, on cherche pas le travail. Bon, normal, il a déjà son travail, donc il cherche l'argent. Alors, Madame Michel Gonto, oui. Votre père était conseiller, oui. Conseiller à l'extrascolaire. Oui. Est-ce qu'il a influé sur votre ambition de faire du droit depuis la classe de 3e? Influer, non. Je veux dire plutôt c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi qui m'a donné cette envie de faire du droit. Parce que j'avais des amis, des copines qui vivaient dans des familles recomposées. Et j'avoue que ce n'était pas du tout facile pour elles. Donc, au fond de moi, il y avait ce désir-là de pouvoir les aider. Par exemple, celle qui veut aller chez sa maman, pouvoir lui dire « va chez ta maman » ou celle qui veut rester avec son père. Donc, au fond, je voulais faire du droit, être juge des affaires matrimoniales pour m'occuper de ce genre de cas-là. Voilà, donc c'était surtout ça. Papa n'a pas vraiment influencé. Lui, il me soutient dans tout. D'accord. Vous évoquez votre sensibilité aux réalités familiales de vos copines, mais c'était quoi, vous, le format de votre famille et le quotidien à l'intérieur? Alors moi, c'est vrai que j'étais dans une famille recomposée. Mon père s'est remarié quand mes parents se sont séparés. Mais moi, je n'avais aucun problème. C'était carrément le bonheur entier. J'ai eu une seconde maman qui a pris soin de moi comme si j'étais le fruit de son sein. Wow. Et c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que mes autres amis souffraient tant dans les familles recomposées dans lesquelles elles étaient. Et c'était ce problème-là que vous vouliez régler, oui. Régler à l'époque. Oui. Et comment vous projetiez donc à cette époque en y pensant? À cette époque, je me disais que j'allais finir, avoir le bac et puis j'allais faire le droit sans trop savoir comment y arriver, mais je me disais que je voulais être juge. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Heureusement que vous avez fait vos études normalement et sérieusement, oui. Avec beaucoup de commitment. Bac A2, oui. Ensuite vous êtes orienté ou vous... Un bac A2, après le bac A2, je discute avec mon père, je veux aller dans une université privée parce que je veux aller vite, je ne veux pas traîner. Donc papa accepte à l'époque, c'est un gros sacrifice qu'il a
qu'il a fait. Quand vous parlez de sacrifice, vous le liez au coût de votre formation? Oui, je le lie au coût de ma formation. À l'époque, papa n'était qu'instituteur. Donc, c'est au fil du temps qu'il est devenu conseiller à l'extrascolaire. Donc, c'était un gros sacrifice. Pour moi, parmi mes amis, j'étais la seule fille d'instituteur d'ailleurs. Donc, c'était un gros sacrifice et j'étais heureuse de pouvoir aller dans cette école. Ça m'a permis d'aller assez rapidement et puis d'avoir le diplôme escompté en 5 ans. En 5 ans, au bout de ces 5 années, vous avez décroché un Master 2 en sciences juridiques. Oui. Pourriez-vous nous décrire ces années de droit, ces années d'études supérieures? Dans quelle ambiance? C'était de très belles années. Moi, je découvrais une nouvelle atmosphère, que ce soit autant à l'université, que ce soit dans l'environnement où je vivais, puisque j'ai toujours été dans le cocon familial. Je ne m'étais jamais séparée de mes parents. Mais là, je me suis séparée d'eux. Je suis venue de Dabou à Abidjan, une vraie gawaise. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Les bus, les warren, les taxis, tout ça. Bon, c'était compliqué. Les bus bondés, il faut vraiment. La course au bus. Mais j'étais vraiment à fond dans les études. J'avais un cercle d'amis très restreint qui aimait vraiment la bosse. Ça, c'est important aussi quand on veut aller loin dans ses études. Oui, c'est très important. Il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui peuvent avoir une bonne influence sur vous. On nous appelait même le quartier latin parce que nous, on était toujours concentrés. Même quand il y a des blagues à côté, on est là comme ça. Et pourtant, le quartier latin, c'est le sens de l'ambiance, de la danse. C'est que quand on finissait ça, eh bien, quand on devait s'amuser, le quartier latin se retrouvait. Je ne jouais pas avec. Donc, j'étais concentrée. Il fallait que je fasse honneur à papa. Il fallait qu'il soit fier de faire ses efforts pour moi. Et il fallait que j'arrive aussi à avoir mon diplôme pour pouvoir embrasser la carrière que je voulais. Vous savez, à l'école, on a tous des matières de prédilection, des sujets qui nous passionnent, qui nous excitent, qui nous emballent. Et pour vous, c'était quoi? C'était le droit civil. J'adorais le droit civil. Quand il y a droit civil, j'étais là comme ça. Comme ça. Parce que le droit civil, pour moi, c'était la vie, quoi. Parce qu'on nous dit que c'est l'ensemble des règles qui vont régir les rapports entre les personnes. Mais c'est la vie. Donc, quand je vais faire un achat à la boutique, quand je vais monter dans un taxi, quand je vais prendre une maison, tout ce que je fais, c'est régulé par le droit. Donc, moi, je trouvais ça extra, quoi. Et j'aimais beaucoup. Super. Et vous pensez que qu'on a peut-être que la question, je pense qu'elle vaut la peine, vous pensez que les Ivoiriens ont besoin de plus en plus de maîtriser leurs droits, d'aller à la recherche de leurs droits? Oh que oui. Et la carrière que j'ai embrassée aujourd'hui me fait dire que plus que jamais, les Ivoiriens ont besoin d'aller à la recherche de leurs droits. Il est important de connaître ses droits. Connaître ses droits, ça vous donne de mieux vivre. Et puis, dans mon cas, par exemple, quand la femme connaît ses droits, elle sait, par exemple, qu'elle peut poser la question aux professionnels de santé. Elle n'a pas peur. Parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits, elles ne poseront pas de questions. Elles iront écouter la sage-femme ou le médecin et elles rentreront à la maison, chercher maintenant l'information chez leurs amis qui n'ont pas forcément la bonne information. Quand je connais mes droits, je sais que je dois poser la question et que le professionnel de santé a l'obligation de me répondre. Je sais aussi que si le professionnel de la santé que j'ai vu ne me satisfait pas, que je n'ai pas apprécié sa consultation, eh bien, j'ai le droit de changer de médecin sans que personne ne s'en plaigne. D'accord. Oui. Quand une femme maîtrise ses droits comme ça, est-ce que ça peut aussi avoir une certaine conséquence sur les rapports à la maison? Est-ce que c'est pas effrayant? Oh, monsieur Kwame, si vous étiez là, vous allez témoigner. Non, c'est pas pareil. Là, vous parlez de votre partenaire. Oui, de mon époux. Oui, j'ai vraiment bénéficié de... Tout ça, c'est papa. Jusqu'ici, je vous dis que papa m'a appelé la semaine dernière 3 fois pour me donner des conseils. J'ai dit, mais attends, c'est bon, mais non. Je connais la place de la femme dans le foyer. Et aussi, quand je suis dehors, je suis dehors. Je suis une femme qui aime beaucoup exercer le leadership, mais dans mon foyer, je suis la femme au foyer. Mais vous avez des droits, excusez-moi, mais vous avez des droits quand même dans le foyer. Donc, en parlant de poser des questions à votre conjoint, mais c'est la vérité. On aborde ce sujet, vous dites non, je quoi, mais non, s'il était là. Ça veut dire que quelque part, vos droits ont des limites. Peut-être arriver au foyer, vos droits sont limités. Non. Mes droits ne sont pas limités, mes droits sont respectés. Et parce que mes droits sont respectés, il n'y a pas de polémique. À 100% dans votre foyer? Oui, M. Kwame respecte mes droits à 100%. C'est la base, ce sont des clauses de départ. Alors, M. Kwame m'a connu une femme très extravertie, une femme très portée sur le leadership, une femme ouverte, une femme qui n'aime pas qu'on la retienne. Donc, M. Kwame, il respecte toutes ces choses et ça me permet aujourd'hui de prier, ça me permet d'être épanouie. M. Kwame, merci de faire honneur à la gente masculine. Merci, M. Kwame. Voilà, c'est pour vous ça. Vraiment. Là, vous êtes femme, on a commandé dans le foyer. Mais elle n'a jamais dit qu'elle commandait son mari. D'accord. Vous avez, après votre diplôme obtenu parce que j'imagine 2008
2008, votre master 2 en sciences juridiques. Oui. Vous allez travailler 1 an en qualité de community manager dans une entreprise de communication digitale. Oui, Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous rêviez faire? On est dans quelque chose un peu différent tout de même. Oui, c'était quand même différent. Quand je dis je suis... Pourquoi vous avez eu des problèmes à vous insérer Oui, quand même. Hein. Après, en 2008, j'ai passé plusieurs fois des concours de magistrature, celui de l'ENA et bien d'autres concours, presque tous les concours de la fonction publique, sans jamais réussir. Alors, comment ça commence? Sans jamais désespérer? Oui, sans jamais désespérer. Je me disais que forcément, un jour, ça allait marcher. Et donc, un jour, au détour d'une balade, je rencontre un ami avec lequel j'avais fait la fac de droit, qui avait aussi une boîte de communication digitale. Il me dit, mais Capeux, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école. Mais Capeux, tu fais quoi? Je dis, ben, je suis là, je passe des concours. Il dit, bon, envoie-moi ton CV. Et c'est comme ça qu'il m'initie au métier de la communication digitale. Et je commence à travailler dans ce domaine-là. D'accord. Alors, vous prenez du plaisir dans ce domaine? Je crois que c'est... Oui. J'avoue qu'au départ, je suis perdue parce que je découvre ce que c'est que les réseaux sociaux, je découvre ce que c'est que la veille managériale, je découvre le calendrier éditorial. Mais bon, en général, je m'adapte vite. C'est tout un univers. Hein. Alors, les choses se passent bien aussi à la maison, puisque... Très bien. En 2013 Oui, je suis enceinte en 2013. Très enceinte, d'ailleurs. Mais c'est une grossesse que vous avez découverte, chose étonnante. C'est une grossesse que j'ai découverte. J'ignorais que j'étais enceinte. Ce sont des douleurs pelviennes qui m'ont emmenée à consulter. À quel moment? Parce que chez vous, c'est les semaines. Après l'échographie, j'étais à 16 semaines. D'accord. Voilà, donc je consulte et puis le médecin me demande de faire une échographie. Je fais l'échographie, on me dit que, voilà, je suis enceinte de 16 semaines. Et la réaction alors? Waouh. J'espère que la pub vous permet de garder le sourire avant de revenir pour découvrir la suite de cette histoire passionnante en compagnie de notre invité, Michel Gontaut. Bon, c'est midi sur RTI1. C'est midi sur RTI1, c'est le comeback après l'instant commercial. Menace d'accouchement prématuré, complications prénatales, difficultés psychologiques, des larmes, une césarienne. En tout cas, une grossesse qui a failli lui coûter de la vie et qui finalement lui a prêté une nouvelle carrière. Michel Gontaut se confie sur notre plateau. Michel, cette période-là, ça a été un passage, un tunnel pour vous? Oui, ça a été vraiment un tunnel et le mot est bien choisi. C'était un tunnel et l'assistance des sages-femmes m'a permis quand même de voir le bout du tunnel. C'était difficile, j'ai eu des menaces d'accouchement prématuré plusieurs fois. J'ai été hospitalisée 5 fois. Dans les faits, qu'est-ce que ça traduit, une menace d'accouchement prématuré? Une menace d'accouchement prématuré traduit le fait que le fœtus veuille arriver avant le terme, avant 36 semaines au moins. Et comment la mère que vous étiez se sentait? Je me sentais mal, j'étais triste parce qu'arriver quand même à 30 semaines et puis faire un accouchement prématuré, vous vous rendez compte, ça fait déjà 30 semaines de souffrance. On se dit quand même qu'il faut que l'enfant arrive à terme pour qu'il se porte bien. Parce que j'avais fini quand même par incorporer l'idée d'être maman, j'avais fini par accepter toute cette souffrance, me dire que c'était pour la bonne cause. Et cette souffrance-là, elle était diverse? Oui, elle était aussi psychologique parce que j'avais un utérus polymyomateux. Et j'avais également... Ça, c'est en français que je ne suis pas sûre que... Je pense que 80... En français, ça veut dire quoi? J'avais des fibromes dans le terme, de façon générale, pour les profanes, c'est les termes qu'on utilise. J'avais beaucoup de fibromes dans l'utérus. Donc, les douleurs n'en finissaient pas. Et le fait que je ne dormais pas, le fait que j'étais anxieuse, ça fait monter ma tension artérielle. Et j'ai fait ce qu'on appelle une prééclampsie. Donc, ça, c'est des complications de la grossesse. Et psychologiquement, j'étais très affectée parce qu'en fait, c'est maintenant que je mets des mots sur toutes ces choses. Parce que je suis moi-même sage-femme aujourd'hui. Sinon, à l'époque, je n'en savais rien, absolument rien. Et le fait de ne pas savoir ce qui m'arrivait, ce que je vivais, c'était encore plus difficile. C'était plus difficile. Vous avez versé des larmes, beaucoup de larmes? Oui, beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. D'accord. Je pense que Jessica a une question, il me semble. Ah non, non, pas du tout. D'accord. Alors, pendant ces périodes-là, on a besoin d'une énorme assistance? Oui. Se sentir, d'avoir des mots justes, dans ces moments, quelqu'un qui nous guide, qui nous aiguillonne. Oui, absolument. On a besoin parfois juste d'un regard, juste d'un sourire. On a besoin juste d'un mot pour vous rassurer, pour vous dire, tenez bon, ça va aller. Et j'ai eu la chance d'avoir des sages-femmes à cette époque-là qui l'ont fait pour moi. C'était énorme. Le bénéfice psychologique, ce que ça fait. Au-delà de voir l'aspect physique, à l'intérieur de moi-même, toutes ces questions que je me posais, tous ces doutes que j'avais, ces sages-femmes-là réussissaient chaque fois à m'apaiser, à calmer la tempête à l'intérieur. Et c'était pour moi extraordinaire. Ça vous a fasciné? Oui, ça m'a fasciné. Marqué profondément? Ça m'a marqué, ça m'a même laissé des traces. Et aujourd'hui, même dans ma profession, c'est quelque chose que je vis chaque jour. Chaque fois que j'ai une femme en face de moi, je revis ces moments. Et je me dis que cette femme a autant besoin de moi que moi, j'ai eu besoin d'autres femmes quand j'étais dans son cas.
Est-ce que vous avez le sentiment, en regardant aujourd'hui sur toutes ces difficultés que vous avez connues pendant cette période prénatale, jusqu'à la césarienne et l'accouchement, qui s'est finalement bien passé, j'imagine? Oui, bien passé. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de femmes, peut-être comme c'était votre cas à l'époque, vont dans cette période-là sans être vraiment préparées, tant sur le niveau de l'information, du partage d'expérience, etc. Oh que oui, oh que oui. Et c'est ce qui vraiment m'a motivée à... Je me dis, quand je commence ma formation, je me dis, il faut que quand je sors de l'école, je sois compétente, efficace pour répondre aux attentes des femmes. Parce qu'il y a un réel besoin d'information. Le besoin d'information, il est réel. On tombe enceinte pour la première fois sans savoir à quoi s'attendre. On rentre dans la salle d'accouchement sans savoir à quoi s'attendre. Comment est-ce que ça va se passer? À quel moment est-ce qu'on doit pousser? Et même quand on doit pousser, comment est-ce qu'il faut pousser? Tout ça, on ne sait rien. Même pour l'allaitement, comment est-ce qu'on doit allaiter son bébé? On ne sait rien, rien de rien. Je me dis, il y a un réel besoin d'information. Il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on parle. La clé de ces choses, c'est la sensibilisation. Quand on parle, on peut permettre à ces femmes-là de mieux vivre. La période de la grossesse devrait être une belle histoire d'amour que chaque femme devrait écrire, commencer à écrire. J'adore les mots que vous employez en ce moment. Mais malheureusement, par faute d'information, eh bien, beaucoup vivent mal cette période. Voilà. Et les consultations prénatales, vous y allez pour ça? Parce que généralement, on a reçu une sage-femme ici, elle a dit qu'il y avait une formation psychologique. Oui, absolument. C'est que vous n'allez pas aux consultations prénatales? Dr Philo, pendant les consultations prénatales, on fait ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement. Ouais. Alors, on vous prendra en groupe et on vous parlera d'un thème. Mais rendez-vous compte qu'il y a des moments où la sage-femme ne pourra pas s'appesantir sur un thème parce que, par exemple, elle a 20-30 consultations à faire. Donc, elle va en parler de façon générale. Mais vous savez, chaque femme est une particularité. À des réalités, à des luttes oui, à des réalités. Pour chaque femme, il faut y avoir un discours approprié à la condition de la femme. Mais vous connaissez vos droits, posez les questions, vous l'avez dit tout à l'heure. À l'époque. D'où l'importance de connaître ses droits. C'est bien ça. Alors, vous qui rêviez de faire une carrière liée au droit, votre passion, vous êtes dans cette étape-là, assisté par des sages-femmes géniales, vous êtes impressionné, marqué à vie, et c'est là que le déclic intervient, vous dites, je crois que c'est ce que je veux faire maintenant. Oui, la vocation naît là. Je dis toujours à mon fils, tu es venu avec ma vocation. Mais comment est-ce possible? On fait du droit. Et, je veux dire, par observation, on n'obtient pas un métier par observation. C'est surprenant, ça. Alors, je suis tellement touchée. En fait, je suis dans l'état où je veux aider d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui, comme moi, souffrent de la sorte. Ah, c'est pas un coup d'émotion, ça? Donc, non, pas du tout. Parce que, comment je reconnais que ce n'est pas un coup d'émotion? C'est vrai que je passe le concours d'entrée à l'INFAS et il marche. Mais même là encore... Ça, vous le faites 8 mois après votre accouchement, après la naissance de votre bébé? Oui. Il marche d'un coup. Et je rentre, je commence. C'est vrai, j'ai encore des doutes. Parce que jusque-là, je me suis toujours dit que le sang, je ne pourrais jamais. Agent de santé, je ne pourrais jamais. Mais je commence ma formation et dès la première année, je tombe amoureuse de ma profession. Ah non. Je me rends compte de l'importance de ce que c'est de pouvoir apporter de l'aide à ces femmes. C'est vrai, vous le dites comme ça, moi je pense à votre mari à l'époque. Quand vous décidez de laisser votre métier, votre boulot pour devenir sage-femme, ça demande 3 années de formation à l'INFAS, c'est encore d'autres efforts, c'est encore des coûts, parce que ça va vous coûter quelque chose. Oui. Comment il réagit, lui, quand vous lui dites ça? Bien, j'ai le soutien de mon compagnon de l'époque, j'ai le soutien de mon père aussi. Au début, c'est clair que papa a un peu tiqué, parce qu'il s'est dit quand même... tout cet argent, ma foi. Un bac A2 des études en sciences juridiques, il faut retourner finalement en sciences. Ma foi. Papa a un peu tiqué, mais bon, comme je suis la petite fille chérie, à son moment, ok, d'accord. Je me dis, papa, c'est ce que je veux faire. Et là, il me soutient. D'accord. Jessica? Alors, moi, le regard qui m'intéresse, c'est le regard de vos amis. Parce que, malheureusement, c'est l'un des plus beaux métiers au monde, mais qui n'est pas assez valorisé, je trouve. Est-ce que quand vous avez dit à vos amis, par exemple, je ne veux plus faire de droit, je vais être sage-femme, comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment est-ce que ça réagit autour de vous? J'avoue que j'ai essuyé des moqueries quand même. J'avoue que beaucoup ont ri de moi. Je me souviens même, il y a une qui me disait, après son bac, c'est une de mes sœurs, quand elle a eu son bac, je lui ai dit, continue les études, fais de grandes études. Elle me dit, pardon, on t'a vu ici. Tout papier, tu l'as fait là. Tout masters en c'est pour devenir sage-femme, donc laisse-moi. Donc il y a eu des moqueries, il y a des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je pouvais embrasser cette carrière avec tout ce que j'avais fait comme études. Mais dommage. Et d'accord, donc vous faites 3 ans de formation, c'est soldé par ce qu'on appelle un diplôme d'état en sciences infirmières et obstétricales. Comment se passent ces années de training là? Ben, les années se passent très bien parce que là, je découvre réellement
ce que j'ai embrassé. Donc, on fait des cours théoriques et aussi on fait des cours pratiques, des stages. On va en stage dans des villages, on va en stage dans des hôpitaux généraux, en ville également. Donc, c'est une immersion dans ce monde de la femme. Le maniement des seringues, la vue du sang. Le sang, les cris, j'avoue, le stress. J'avoue que pleurs d'adultes et d'enfants aussi. Mon premier jour en salle d'accouchement, j'ai eu le tournis toute la journée parce que ce n'était pas évident. Mais après, on s'habitue. On s'habitue, on se dit, j'ai toujours en tête, je me dis, tu as la responsabilité. Donc si tu le fais mal, il n'y a pas de brouillon ici. Il faut te concentrer, tu as bien fait, tu as quitté là. Vous n'avez jamais fait une erreur dans votre métier, par exemple, une piqûre mal faite, des plaintes Jusqu'ici, en tout cas, non. Et je prie Dieu que cela ne m'arrive pas. Amen. Et avez-vous vécu une bad expérience traumatisante dans votre expérience Belle expérience traumatisante, je kiffe. Oui. Non, une bad expérience. Ah, d'accord. Bad expérience traumatisante. Moi, ça m'a caché. D'accord. Traumatisante, vraiment qui vous a marqué et vous a dit, bon, je regrette d'avoir fait ce métier. Parce qu'on voit des femmes... Ça, c'est sûr, elle regrette parfois. Je regrette d'avoir fait ce métier, non. Mais plutôt qui m'a fait dire, il y a encore à faire, il y a beaucoup à faire pour que les femmes changent leur façon de faire. On a eu le cas d'une jeune dame qui a eu ce qu'on appelle une rupture prématurée des membranes. Donc, les profanes diront qu'elle a perdu les os avant d'entrer en travail. Donc, dans ce cas-là, vous devez accoucher dans les 72 heures. Qu'est-ce qui peut provoquer ça, par exemple? Une infection, par exemple, un paludisme. Une infection alimentaire? Non, pas une infection alimentaire. Un paludisme, par exemple, une infection urinaire, par exemple, peut provoquer cela. C'est une période où il faut faire beaucoup attention à son Oui, beaucoup attention. Normalement, quand vous perdez les os, rendez-vous à l'hôpital dans l'heure qui suit. Ok. Mais lui, il parlait la dame, elle arrive 4 jours. Je ne parlais pas du bonheur, je parlais du malheur. Elle arrive 4 jours plus tard au lieu de 3 jours. Donc, elle arrive, le liquide amniotique est teinté, ça veut dire qu'il y a une infection, il y a une souffrance. Donc, je la reçois. Quand je fais l'interrogatoire, je me rends compte qu'il y a fait 4 jours qu'elle a perdu les os. Malheureusement, elle ne savait pas qu'elle devait venir à l'hôpital. On a sorti le bébé, mais malheureusement, il n'est pas resté. Il faut vraiment une éducation. Il faut une éducation. Je vous disais, moi, dans mon cas, j'ai eu des contractions pendant 3 jours. À l'époque, je ne savais pas que c'était des contractions. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que... Ça fait 2 ans que vous exercez en tant que sage-femme. Vous êtes en service à Abidjan ou dans à Dabou. À Dabou, d'accord. Donc, on est dans la grande périphérie. OK. Qu'est-ce que vous préconisez, justement, pour aider les femmes à vivre cette période-là comme il le faut, avec moins de dangers, de risques? Alors, beaucoup de communication. Beaucoup de communication. C'est d'ailleurs ce qui m'a... Au-delà de la communication qui est déjà faite dans nos hôpitaux oui, au-delà de la communication qui est faite dans nos hôpitaux. Il en faut encore plus. Mais où trouver l'information? Est-ce qu'il y a des plateformes qui existent? Qu'est-ce que vous faites? Moi, par exemple, dès la sortie de l'école, j'ai créé une page sur laquelle... Très intéressant. Oui. Ça s'appelle comment, votre page? La page s'appelle Case Maternelle. Donc, c'est une page... Ça s'écrit comment, Case Maternelle? Case, C-A-S-E, espace maternelle, D'accord. C'est sans fantaisie, hein, normalement, case maternelle. Normalement. Okay. Donc, c'est une page qui s'occupe de toutes les questions de santé sexuelle de la reproduction. Donc, la sage-femme ne fait pas que tirer le bébé. La sage-femme va suivre la femme pendant le début de sa vie sexuelle et reproductive jusqu'à la fin. Donc, sur cette page-là, je fais une communication pour le changement de comportement, pour tout ce qui concerne les questions de santé de la femme. Toutes les lumières sur la maternité. Oui. Est-ce que c'est une page interactive? Est-ce que si madame a un souci tout de suite, elle peut vous contacter, vous poser une question et avoir une réponse dans les minutes? Je reçois en moyenne entre 60 et 80 messages inbox par jour. Ah, c'est bon. Wow. Parfois, j'ai l'impression que mes empreintes digitales... Jessica. Justement, Jean-Michel, ce que je voulais dire, c'est que franchement, votre histoire est vraiment à saluer. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert justement sur les réseaux sociaux. Je cherchais une sage-femme. Quand j'ai posé la question, c'est le premier nom qu'on m'a sorti parce qu'elle est ultra passionnée. Et moi, je suis une grosse peureuse d'accouchement. Dès qu'on parle de ça, vas-y, quoi, et tout. Et je l'ai rencontrée. Elle a quand même réussi à m'enlever cette peur. Dès qu'on parle de l'accouchement, en 1 heure de temps qu'on a passé. Elle a enlevé la peur, mais pas la douleur qui vous attend. La douleur, c'est pour le. C'est même pas un débat. Mais donc, je trouve qu'en fait, il faudrait plus de femmes, plus de sages-femmes avenantes et qui prennent vraiment le temps de communiquer. Parce que vrai, franchement, ça fait peur, vrai même. Non, ça fait peur. J'imagine bien. Mais nous, on a un rôle un peu facile, mais pour vous, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. D'accord. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez? Master en... Est-ce que ça fait partie de votre CV, hein? Je regarde. Excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. Master 2 en sciences juridiques. Et après, diplôme d'État en sciences infirmières et obstétricales. 5 ans ici, 3 ans ici, ça fait 8 ans, vous auriez pu devenir docteur. Alors aujourd'hui, tout ce tableau-là en face, qu'est-ce que vous dites? Je me sens très bien, je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Je me dis que c'était peut-être le début
hein, ce master en droit. Vous avez longtemps cherché votre chemin avant de le trouver, hein? Oui, quand même. Je l'ai longtemps cherché. Je veux dire que ça me permet, ce master que j'ai fait, ces études que j'ai faites, me permettent aujourd'hui de pouvoir prendre la parole pendant des ateliers de formation pour les femmes, de pouvoir réfléchir à comment animer ma page, de pouvoir tenir un discours cohérent pour convaincre des mamans. Et en fait, ces études me servent aujourd'hui. Ce n'est pas perdu. Et là même, j'ai soif de continuer à apprendre. Si je pouvais continuer à aller jusqu'au doctorat en sciences obstétriques, ben, j'irais. Parce qu'il faut affiner les connaissances. Mais justement, ma question est de savoir, une fois qu'on est sage-femme, quel est le next step, voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre pays, on est toujours en attente de l'application effective du système LMD dans notre domaine, parce qu'avec l'application effective de ce système, ça me permettra d'aller jusqu'au master au doctorat en sciences obstétricales. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas encore possible. Ce que je pourrais faire peut-être après 3 années d'exercice, c'est passer le concours de spécialité. Un concours pour une spécialité, voilà, au niveau de la santé, c'est tout. Mais bon, je pense aller à l'international pour continuer d'apprendre. Je ne veux pas m'arrêter là. Bah, je ne sais pas si les sages-femmes... Oui, vous dites très ambitieuse. Oui, tout à fait. Mais si elle va à l'international, nous, on peut bénéficier. Ne laissez pas, hein, c'est exactement ce que disait Philo. Non, juste étudier et puis revenir. Il y a des bébés qui arrivent, on aura besoin de vous. Franchement, assez le bébé ici, c'est médiatique. D'accord. Alors, très rapidement, pour terminer cet échange qu'on a trouvé très intéressant en votre compagnie, quels sont, vite fait, citez-nous quelques droits, puisque vous avez un arrière-plan juridique, quelques droits de femmes enceintes en Côte d'Ivoire? Alors déjà, le premier droit que je vais citer, c'est le droit de la femme enceinte à se faire accompagner par le compagnon de son choix lorsqu'elle vient à l'hôpital. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée d'aller avec son chéri ou son époux? Non, elle n'est pas obligée d'aller avec son époux. Okay. Avec un parent, une amie, c'est son choix. Okay. Le deuxième droit, c'est le droit de la femme enceinte à choisir le praticien qui s'occupe d'elle. D'accord. C'est possible ça? Oui. Oui. C'est pas possible dans le système public? Mesdames, je vous le dis, c'est possible dans le système public. Lorsque Attendez, vous arrivez, concrètement, si j'arrive, il y a une sage-femme qui me prend en charge. Je trouve que ça ne se passe pas bien. J'ai le droit de demander notre sage-femme. Oui, vous avez le droit de demander à avoir une autre sage-femme. Ça n'aura pas de répercussions sur... Non, tout est dans la manière. Vous savez, beaucoup de patients arrivent à l'hôpital avec un esprit... ils sont déjà sur leur garde. En stress. Voilà. Donc, faut le demander. Demandez-le. Tout est dans la façon de demander. Hein? Est-ce que je pourrais voir une autre sage-femme? C'est votre droit. La réponse qui vous attend. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des sages-femmes qui vont prendre la mouche, par exemple? Non, pas du tout. Comme je vous le dis, tout est dans la manière de demander. De la manière de faire. Parce que si vous lui dites, je n'ai pas aimé, parce que tu as fait. Excusez-moi, mais ce n'est pas évident. Quelqu'un qui vient pour accoucher, il y a toute une douleur autour. Tu ne remarques pas tout ça. Mais là, mais quand elle vient là, mais c'est demi-pain. Elle peut dire déchirée. Mais là, on a un cas d'accouchement. Ce n'est pas une consultation. Si vous êtes en travail, la sage-femme qui s'occupe de vous. En tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça à prendre sur votre page, Case Maternelle, une page qu'on vous recommande fortement, mesdames et messieurs. Merci pour le bon boulot que vous faites. Un dernier mot, cette fois-ci à l'endroit de ceux qui sont dans un métier où ils n'ont peut-être pas le plein épanouissement, ils veulent changer de carrière, ils hésitent, ils se demandent si ce n'est pas une prise de risque. Vous leur dites quoi, vous, pour l'avoir vécu? Eh bien, à ces personnes-là, je les encourage à prendre ce risque parce que si vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillez pas. Vous le faites tout le temps. Moi, je peux travailler tous les jours parce qu'en fait, je ne trouve pas que je travaille. C'est ça. Je ne fais rien, en fait. Je fais ce que j'aime. Et à ces sages-femmes qui ne sont pas avenantes, parce qu'on a eu beaucoup de retours aussi, des femmes qui disent qu'elles vont à l'hôpital, les sages-femmes ne sont pas très courtoises et tout. Qu'est-ce que mais il faut le demander si ça existe d'abord. Oui, ça existe. On ne saurait balayer du revers de la main les plaintes des gens, docteur Philo. Il faut reconnaître qu'il peut y avoir au milieu de notre corporation quelques brebis galeuses qui salissent la corporation. Mais à ces femmes-là, je veux les interpeller, les encourager à faire mieux. Ne pas regarder aux conditions de travail, au plateau technique et se fâcher, mais faire mieux pour ces femmes-là. Sinon, en général, les sages-femmes, elles sont avenantes. Moi, ce sont les sages-femmes qui m'ont touchée. C'est bien compris. En tout cas, de la part de tous les pères de Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Merci. De la part de toutes les mères de Côte d'Ivoire, merci beaucoup. On a des skis croisent. C'est pour ça que vous êtes là, donc. Bientôt, Jessica. Allez, merci beaucoup, Michel Gonto. Et avec vous, on embrasse toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire, sans exception. Et n'oubliez pas, Case Maternelle, une page qu'on vous recommande fortement pour suivre l'apprentissage et l'éducation sur le sujet, la question maternelle. Allez, Michel Gonto, bisous, on embrasse votre famille, plein de bonheur et bonne continuation dans vos ambitions qui ne s'arrêtent pas, presque jamais. Allez, mesdames et messieurs, la seconde partie de cette émission dans un petit moment, juste après ça, sur RTI1. Besoin d'unité en urgence? Mauve Crédit Secours vous dépanne. Tapez étoile 444 dièse et remboursez au prochain rechargement. Ensemble, faisons barrage au Covid-19. Mauve.
no limit. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Covid-19, vous savez que c'est une actualité qui nous préoccupe énormément, vu les statistiques, les chiffres qui, jour après jour, ne cessent de monter. Chris Paternassiman, qui nous a rejoint en plateau, ne nous dira pas le contraire. Il a des preuves sous les yeux. Et juste en face s'est installée aussi Dr Linda Caboret, qui nous aide depuis le début de cette pandémie à approcher, enfin, à répondre à toutes les questions et surtout à avoir toutes les indications à suivre. Voilà. Paternassiman, bonjour. Je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête de paix à tous les papas qui nous regardent. Le bilan de la contamination Covid-19 ici en Côte d'Ivoire. Alors, on a enregistré 216 nouveaux cas confirmés hier, 76 nouveaux guéris et 2 nouveaux décès. Voilà, on enregistre en tout 4370 cas actifs. Je précise que les cas actifs, ce sont les personnes qui sont sous traitement, qui sont atteintes de la maladie et qui sont sous traitement actuellement. Voilà. D'accord. Docteur Linda Caboret, bonjour. Bonjour, vous Comment allez bien? allez-vous? Bonne fête. D'abord, bonne fête. Merci, des merci pères, docteur. Merci docteur. Au papa passé, présent et à venir. Oh, Merci. comme c'est bien dit, comme c'est bien Amen. dit. Merci. Belle formulation, on vous pique ça. Les papas passés, présents et à venir. Des couleurs, hein, ça fait un peu, ça fait me faire penser aux Antilles, presque. Pas loin. Ouais, on n'est pas loin. Pas loin, Ouais. mais sauf que ça, c'est ici. C'est chez nous. Ok. C'est chez nous. Ah, quelqu'un me disait que... Bon, enfin, c'est... Mais les Antilles, ils viennent de chez nous aussi. Hein. Tout à fait. On n'oublie pas la Covid, hein, c'est juste pour Oui. faire un clin d'œil au papa. Il y a un père qui me disait hier, les femmes, elles sont parfois très stratèges. 2 semaines avant la période de fête des pères, elles vous demandent de l'argent pour faire quelque chose. Au fond, c'est votre propre argent qui finance la fête le jour J. Moi, je peux vous dire qu'à la pharmacie, quand les hommes viennent acheter un cadeau pour la fête des mères, oui, on a des paras à l'intérieur de nos pharmacies. Et on ne vend pas que des médicaments. Sinon, la vie serait triste. Très triste. Et donc, ils viennent acheter du parfum ou autre, ou des trousses de maquillage, enfin autre. Et ils disent, ah non, moi ça je veux. Bon, donnez-moi moi-même, je vais acheter mon cadeau parce que je ne suis pas sûre qu'on va m'acheter emballé. Je vais mettre à côté le jour de la fête des pères. Je vais sortir mon cadeau parce que je ne suis pas sûre. Merci beaucoup, c'était important qu'on ait aussi votre petite anecdote sur voilà, la fête des pères. Ça ne fait pas de cadeau, hein, le Covid-19, on vient d'entendre les chiffres, docteur. Non, je suis très triste même à ce niveau-là. Je suis très triste. D'accord. Les préoccupations de la toile, Chris Paternassiman. Oui, justement, les chiffres inquiètent toujours. Et il y a un internaute qui voudrait savoir, est-ce une conséquence du dépistage important de la population? Parce qu'actuellement, on constate que beaucoup de personnes vont volontairement se faire dépister. Est-ce une conséquence? Oui, c'est une des conséquences. Mais ce n'est pas la principale conséquence. La principale conséquence, c'est le non-respect des mesures barrières. Là, il y a eu la fête des pères, donc il y a eu échange, il y a eu un élan de bisous ou d'autres, de non-respect de distanciation, parce que même quand on dit 50 personnes ne veut pas dire 50 personnes Exactement. dans un salon de 20 mètres carrés ou sur une terrasse de 10 mètres carrés. Donc, tout ça, il faut s'attendre encore à des explosions de cas. Les centres de dépistage sont bienvenus parce que ça permet d'isoler le maximum de gens. Mais comme il y a encore le déni de la maladie, il y en a qui sont malades et qui croient qu'ils ont la grippe ou le palu. Quand tu leur dis « va te faire dépister quand même malgré ta grippe ou ton palu », ils disent « c'est pas la peine, le docteur a dit qu'il a fait la goutte épaisse, c'est le palu ». Mais derrière, il peut y avoir aussi. Et donc, la personne continue de contaminer. Et quand on sait qu'on a la maladie, il faut absolument être raisonnable et il faut s'isoler. Plutôt que une personne, on contamine 3 ou 5, minimum. Donc, imaginez dans les cours communes, ce n'est pas 3 ou 5. Alexandre Branger. Beaucoup de gens ne croient pas en cette maladie.
surtout en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, si moi, un de mes proches ou bien des connaissances, comment lui faire une sensibilisation concrète et effective pour qu'il comprenne vraiment que la Covid-19 existe réellement. Comment vous êtes sur le plateau, on est ensemble sur le plateau depuis 3 mois, donc vous pouvez expliquer que vous avez déjà vu des cas positifs, que cette maladie existe bel et bien et que souvent, on est asymptomatique. La seule façon de te protéger et de me protéger, c'est de respecter les mesures barrières. Oui. Quand la personne arrive pour vous rendre visite chez vous, déjà dites-lui de se laver les mains. Ils savent que dans cette maison, c'est différent. Et respecter la distanciation dans les fauteuils ou à table pour ne pas qu'il y ait de projection. Vous comprenez, on peut arriver masqué, enlever son masque une fois que c'est. Mais... Je suis d'accord avec vous, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, par exemple, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais qui m'a salué et la personne voulait me faire la bise. Donc je dis, mais pourquoi vous me faites la bise alors qu'il y a le corona? Ah non, cette maladie, non, ça n'existe pas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais moi je connais quelqu'un qui est mort de cette maladie. Et la personne me dit, sérieusement? J'ai dit, ben oui, je la connais. Ah bah oui, c'est comme ça. Elle dit, ah donc ça existe? Je dis, ben ça existe vraiment, oui. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète en fait. Oui, mais vous avez eu la bonne attitude. Déjà, en sachant qu'il ne pouvait pas vous faire la bise, il va savoir qu'il est seul dans ce cas. C'est comme quand on arrive masqué quelque part, les gens se disent que mais pourquoi elle est masquée, elle exagère et tout et tout. Mais en gardant son masque, on fait comprendre à ceux qui ont le déni de la maladie que cette maladie existe. Tout à fait, d'accord. Oui, Dr Kaboré, avec vous, la semaine dernière, on a visité certaines communes d'Abidjan. Quelle est aujourd'hui la situation à l'intérieur du pays? La situation à l'intérieur du pays et la carte devient de plus en plus rouge. Donc, la voilà. Si, Dr Philo, la carte est de plus en plus rouge par rapport à la carte de la semaine dernière. Et on voit bien que la carte s'étale. Avant, les points rouges, ce qui est rouge, c'est là où il y a des cas de Covid-19. D'accord. C'est vrai que la zone, par exemple, on a des villes qui sont complètement rouges. Est-ce que ça voudrait dire que le nombre de contaminations est inquiétant? Il y a des villes à 20 cas. Il y a des villes comme Bouaké et San Pedro. Parce que Bouaké, c'est quand même la 2e ville du pays. Il y a des villes à 3 cas. Les villes du Grand Abidjan, comme Yopougon, si on ajoute les 2 Yopougon, on est presque à 1000 cas. Vous voyez en bas, là. Et au-delà de Yopougon, les autres communes? Vous avez Grand Bassam qui est à 82 cas. Attendez, je vais regarder ici parce que... Grand Bassam est à, pour pas me... Ici, on a des chiffres. 83 cas. C'est alarmant. Énormément aussi. Il y a du monde aussi contaminé à Cocody. Ah non, mais ça, je ne reviens même pas dessus. Eux, ils sont en Champions League. Cocody et Marcory sont en Champions League depuis le mois de mars. On ne sait pas qui va gagner le match. On en parlait déjà quand on disait qu'on allait isoler certaines communes. Mais Cocody, mais seulement Yopougon Est et Yopougon, quand on ajoute Est et Ouest, et t'en passes parce que c'est en 1-2 semaines que Yopougon a eu ses cas. Parce qu'on voit Abobo Est, on a un chiffre qui est assez aussi important là-bas. Non, Abobo est important, mais a un total de 300 et quelques cas. Ok. Marcory, 200. Trècheville, Marcory, c'est Marcory zone 4 Trècheville, où ils sont en concours avec Cocody, Bingerville. À quelques cas près, et vous voyez les nombres de décès, ce sont les nombres de décès à droite. Donc, Cocody, 12 décès. Là, c'est où Port-Boué, 3 décès. Trècheville-Marcory. Trècheville-Marcory, 23 décès. Oh. Yopougon, 2. Non, 9. 9, ok, d'accord. 9 décès.
Donc, il y a presque autant de décès à Yopougon qu'à Cocody. Donc, nul n'est épargné. Grand Bassam, il y a Boisseau, qui a 23 cas, les villes du Grand Abidjan. Et les autres, c'est 3-4 cas. Mais il faut savoir que pour ne pas que ça s'étale à l'intérieur du pays, on va les chercher et on les isole dans le Grand Abidjan. D'accord. Nous continuerons de parler de cette pandémie demain sur notre plateau, puisqu'on se retrouvera ici, mesdames et messieurs. Docteur Lina Kaboré, merci beaucoup. Merci pour tout le partage efficient que vous faites avec nous. Merci beaucoup aussi à vous, mon cher Chris Paterna-Sémian. Jessica, c'était un plaisir de collaborer comme toujours. Mon cher Alexandre Branger, merci aussi pour la sensibilisation que vous faites auprès de vos copains. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous sur cette émission, à toute la régie. On vous embrasse très fort à la maison, mesdames et messieurs. Votre loyauté nous touche toujours autant. Demain, nous serons ici à midi pour vous servir. En attendant, on vous souhaite beaucoup de bonheur à la maison. Au revoir.